À Praia, la capitale animée du Cap-Vert, vivait Niola Montero, une femme d'affaires dont la fortune dépassait l'imagination de la plupart des habitants. Ses villas blanches bordées de palmiers et ses voitures importées faisaient tourner les têtes dans tout le quartier. Niola n'était pas seulement riche, elle incarnait le pouvoir et le prestige. Pourtant, au-delà des palais et des bijoux scintillants, il y avait une chose qu'elle chérissait plus que tout, son fils unique, Chano. Dès la naissance de Chano, Niola avait décidé que rien ne lui serait refusé. Les berceaux importés, les vêtements de soie, les jouets sophistiqués venus d'Europe, chaque détail était pensé pour nourrir le luxe et le confort de son enfant. Mais si l'enfant grandissait dans l'opulence, il ne connaissait ni limite ni discipline. Niola pensait que l'amour maternel consistait à tout lui offrir, et que le monde devait se plier à ses caprices. À l'âge de 10 ans, Chano montra déjà des signes de rébellion. Un matin, en se rendant à l'école privée où il était inscrit, il lança un caillou à la fenêtre du bureau du directeur, furieux d'avoir été réprimandé pour son retard. Niola arriva quelques minutes plus tard, débarquant dans sa luxueuse voiture noire, ses lunettes de soleil masquant à peine l'arrogance sur son visage. « Mon fils doit avoir une bonne raison », déclara-t-elle, déterminée à le défendre coûte que coûte. Le directeur, un homme sage et patient, tenta de lui expliquer que Chano avait besoin de discipline. Mais Niola, d'un ton sec et autoritaire, le rabroua. « Qui êtes-vous pour me dire comment élever mon fils ? Vous n'êtes qu'un directeur, rien de plus. » Cette intervention renforça chez Chano la certitude qu'il pouvait agir sans crainte de conséquences. Peu de temps après, chez lui, il commença à montrer des comportements inquiétants avec les nourrices et domestiques de la maison. La première à subir ces avances fut Sonia, sa première nourrice. Alors qu'elle essayait de le remettre dans son uniforme, il la toucha de manière inappropriée. Sonia, choquée, lui administra une gifle. Mais Niola, en voyant son fils pleurer, se précipita et gronda Sonia. « Comment oses-tu frapper mon enfant ? Tes mains sont-elles en or ? » Ainsi, le cycle de la permissivité commença. Chaque action répréhensible de Chano était excusée, et chaque protestation de ceux qui l'entouraient était réprimée. Les nourrices se succédaient, mais aucune ne réussissait à lui imposer un cadre. Niola, aveuglée par l'amour et l'orgueil, refusait de voir le danger grandir en son fils. Elle croyait que tout ce qu'elle faisait pour lui était un acte d'amour, ignorant que son excès de protection préparait le terrain pour des comportements destructeurs. À mesure que Chano grandissait, sa richesse et son impunité le rendaient audacieux et cruel. Il possédait déjà des voitures de sport qu'aucun adolescent ordinaire n'aurait pu imaginer. Les voyages, les gadgets et les soirées bruyantes devinrent son quotidien. Niola continuait à justifier ses excès, il n'a que 18 ans. Laissez-le profiter de sa jeunesse. Mais autour d'elle, la peur et le malaise grandissaient. Les domestiques se taisaient, les voisins murmuraient, mais Niola restait sourde. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin et que la mer Atlantique brillait sous la lune, Niola regarda son fils jouer dans la piscine de sa villa. Elle se sentit fière, persuadée qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour son bonheur. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde commençait à poindre, comme un avertissement silencieux. Peut-on protéger un enfant de tout et espérer qu'il devienne un adulte responsable ? Ainsi s'achevait l'enfance dorée de Chano, enveloppée dans l'opulence mais dépourvue de discipline, une enfance qui annonçait les épreuves et les conflits à venir, tant pour lui que pour sa mère. L'adolescence de Chano à Praia marqua le début d'une période trouble. Privé de limites et bercé par l'adulation de sa mère, il devint rapidement un jeune homme arrogant et impulsif. Les rues colorées de la ville, les marchés animés et les plages de sable fin semblaient n'exister que pour servir son plaisir. Chano passait ses journées à se vanter de ses voitures rutilantes, à collectionner les gadgets dernier cri et à organiser des fêtes somptueuses sur le toit de la villa, où les lumières multicolores se reflétaient sur l'océan Atlantique. Niola, de son côté, voyait son fils comme une étoile montante, indomptable et unique. Lorsqu'il rentrait tard d'une soirée ou qu'il se montrait irrespectueux envers les domestiques, elle intervenait immédiatement. « Il est encore jeune, laissez-le respirer », répétait-elle sans cesse, repoussant toutes les tentatives de réprimande. Les voisins, choqués par son comportement impétueux, murmuraient derrière les murs de la villa, mais Niola ne voulait rien entendre. Elle pensait que ses actes étaient la preuve d'un amour maternel absolu. Cependant, les excès de Chano devinrent de plus en plus inquiétants. Une après-midi, alors qu'il n'avait que 14 ans, il surprit Sonia, sa nouvelle nourrice, alors qu'elle lui rappelait de terminer ses devoirs. Dans un geste impulsif, il tenta de la toucher de manière inappropriée. Sonia, horrifiée, le repoussa avec fermeté, mais Niola accourut et réprimanda sa nourrice plutôt que son fils. « Comment oses-tu corriger mon enfant ? Tes mains ne sont pas en or. » Cette scène, répétée à plusieurs reprises, marqua Sonia profondément. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais imposer de limite à Chano tant que Niola protégerait son fils aveuglément. À l'école privée qu'il fréquentait, Chano multipliait les incidents. Il intimidait ses camarades, ignorait les enseignants et se moquait des règles les plus élémentaires. Lorsqu'il brisa une fenêtre avec une pierre parce qu'il avait été réprimandé pour son retard, le directeur appela Niola, espérant qu'elle poserait un cadre.
Mais comme d'habitude, elle trouva 1000 excuses et déclara haut et fort. Mon fils a ses raisons. Le directeur, désarmé, ne pouvait que constater que Chano ne connaissait aucune limite. Ses comportements ne se limitaient pas aux actes d'insolence. Très vite, il développa une attitude de domination et de cruauté. Il riait des faibles, dénigrait les domestiques et prenait plaisir à humilier quiconque tentait de s'opposer à lui. La villa, autrefois un lieu de luxe et de beauté, devint un terrain où il testait ses pouvoirs sur autrui. Les nourrices et employés, épuisés et humiliés, partaient les uns après les autres. Chano comprit vite que sa richesse et la protection de sa mère le rendaient pratiquement intouchable. Niola, aveuglé par son amour, ignorait les avertissements et les murmures de la société. Son cercle de proches commençait à se distancer, car même ceux qui admiraient sa fortune ne pouvaient soutenir le comportement destructeur de son fils. Elle continuait à justifier chaque excès. Il est juste un garçon, laissez-le profiter de sa jeunesse. Pourtant, à l'intérieur, une inquiétude sourde commençait à poindre. Pourrait-elle réellement protéger son fils de lui-même? Chano passait ses nuits dans des clubs bondés de Praia, entourés de musique forte et d'alcool. Ses amis, fascinés par son arrogance, l'encourageaient dans ses excès. La maison de Niola se transformait en un théâtre de privilèges et de chaos, où la discipline était absente et où l'impunité régnait. Le jeune homme, autrefois enfant choyé, devenait un adolescent dangereux, incapable de respecter autrui ou de comprendre la valeur des limites. Cette période de l'adolescence annonçait déjà la spirale qui mènerait Chano vers des actes irréparables. Les graines de l'indiscipline, semées par l'amour démesuré de Niola, avaient pris racine et grandissaient. Praia, avec ses collines colorées et ses marchés bruyants, semblait regarder, silencieuse et impuissante, la montée d'un jeune homme dont le cœur était corrompu par l'illusion que la richesse pouvait remplacer la morale et la responsabilité. Les années passèrent, et Chano devint un jeune homme de 23 ans. Son visage, marqué par la beauté arrogante de la jeunesse, attirait les regards partout où il allait. Les rues de Praia le connaissaient bien, ses voitures de luxe sillonnaient les boulevards de Palmarero et du Plateau, son rire éclatait dans les clubs les plus huppés, et son nom se murmurait dans les salons mondains. Grâce à la fortune de sa mère, il n'avait jamais eu à travailler un seul jour de sa vie. Niola, fière de son fils, vantait partout ses mérites imaginaires. Mon Chano est un homme fort, il réussira tout ce qu'il entreprend, disait-elle, même lorsqu'il n'entreprenait rien. Pour elle, la réussite de Chano se mesurait à la marque de ses vêtements, à la taille de sa maison et au prix de ses montres. Mais derrière les murs de la villa, la vérité était tout autre. Chano vivait dans un vide intérieur qu'aucune richesse ne pouvait combler. Il buvait pour oublier l'ennui, il fréquentait les femmes pour se prouver qu'il existait. Chaque nuit se ressemblait, musique, alcool, rire forcé, puis le silence pesant du matin. Son arrogance cachait un mal-être profond, celui d'un homme qui n'avait jamais appris à aimer autrement que par la domination. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Ifa, une jeune étudiante originaire de São Vicente, venue à Praia pour poursuivre ses études en sociologie. Ifa n'était pas comme les autres filles qu'il fréquentait, elle était calme, réservée, et portait dans son regard une sagesse tranquille. Un soir, alors qu'elle servait comme hôtesse dans une exposition d'art capverdien, Chano la remarqua. Il fut frappé par sa beauté naturelle et par la dignité qu'elle dégageait malgré la simplicité de ses vêtements. Il s'approcha d'elle avec son sourire charmeur. « Tu devrais être exposée ici, pas ces peintures », lança-t-il d'un ton séducteur. Ifa esquissa un sourire poli. « Peut-être, mais certaines œuvres valent plus que d'autres. » Ce ton franc piqua l'orgueil de Chano. Personne n'avait jamais osé lui répondre ainsi. Il décida sur le champ qu'il devait la conquérir. Pendant plusieurs semaines, il la poursuivit avec insistance, lui offrant des cadeaux, l'invitant à des soirées, envoyant des fleurs à son université. Ifa, d'abord réticente, finit par céder à sa persévérance, pensant discerner en lui un cœur blessé derrière l'arrogance. Elle croyait pouvoir l'aider, le changer. Ce fut sa plus grande erreur. Au début, tout semblait parfait. Chano était attentionné, drôle, et prêt à tout pour elle. Mais cette douceur n'était qu'un masque. Rapidement, il devint possessif, jaloux et colérique. Il exigeait de savoir où elle allait, avec qui elle parlait, et la surveillait sans relâche. Ifa tenta plusieurs fois de s'éloigner, mais Chano avait une emprise psychologique sur elle. Il alternait entre tendresse et menace, entre cadeaux et insultes. Un soir, après une dispute violente, il la gifla. Ifa, terrifiée, tenta de fuir, mais il la retint de force. Le lendemain, elle quitta la villa en larmes et se réfugia chez une amie. Pendant plusieurs jours, Chano resta enfermé, ivre et furieux, incapable d'admettre qu'une femme ait osé lui résister. Niola, informée de la rupture, ne prit pas la défense d'Ifa. Ces filles d'aujourd'hui ne savent pas respecter les hommes, dit-elle froidement. Pour elle, c'était Ifa la fautive, pas son fils. Ce déni accrut le sentiment de toute puissance de Chano. Mais le vent commençait à tourner. Dans la ville, les gens parlaient. Des rumeurs circulaient sur son comportement violent et sur les filles qu'il avait blessées. Ifa, soutenue par ses amis et certaines associations, décida de porter plainte.
Ce fut un choc pour Niola, qui découvrit enfin que l'enfant qu'elle avait tant protégé était devenu un monstre. L'affaire éclata dans les médias locaux. L'image parfaite de la famille Montero s'effondra. Niola, humiliée, tenta d'acheter le silence d'Ifa, mais celle-ci refusa. Pour la première fois, Niola vit dans les yeux de son fils non pas un enfant, mais un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Cette chute publique marqua le début de la fin. L'amour aveugle de Niola avait engendré un démon qu'elle ne pouvait plus contrôler, et Chano, lui, ne voyait toujours pas la gravité de ses actes. La nouvelle se répandit à Praia comme une traînée de poudre. Les journaux locaux titraient « Scandale Montero, le fils de la femme d'affaires accusé de violence contre une étudiante ». Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les photos de Chano et d'Ifa circulaient partout. Les émissions de radio en parlaient sans relâche, et dans les rues, on ne murmurait plus que ce nom, Chano Montero. Pour la première fois, le jeune homme sentit la peur. Ce n'était plus la peur d'un enfant grondé, mais celle d'un homme confronté à la réalité. Les soirées luxueuses, les voitures et les amis flatteurs disparurent du jour au lendemain. Ceux qui l'entouraient se firent soudain discrets. Praia, jadis son terrain de jeu, devint une prison invisible. Niola, quant à elle, était dévastée. Elle passait ses journées enfermée dans son bureau, les rideaux tirés, incapable de faire face au regard du monde. Ses associés, ses amis et même ses proches collaborateurs la fuyaient. Elle avait tout essayé pour étouffer l'affaire, argent, influence, promesses. Mais Ifa, soutenue par plusieurs associations féminines, refusa tout compromis. Elle voulait justice. Le procès s'ouvrit un mois plus tard au tribunal de Praia. Chano, vêtu d'un costume sobre, entra dans la salle d'audience sous les regards pesants du public et des journalistes. Ifa, entourée de ses avocates, resta digne malgré les tremblements dans ses mains. Le juge, un homme sévère au visage calme, fit régner un silence lourd. Les témoignages s'enchaînèrent, des anciennes domestiques, des voisines, des amis d'Ifa. Tous racontaient le même schéma, arrogance, violence, manipulation. Niola, assise au premier rang, entendait chaque mot comme un coup de poignard. Elle voyait son fils s'effondrer, mais ce qu'elle entendait la confrontait à une vérité plus douloureuse encore, elle avait contribué à créer ce monstre. Chaque fois qu'elle l'avait défendu, chaque fois qu'elle avait couvert ses fautes, elle l'avait poussé un peu plus loin sur ce chemin sans retour. Le jour du verdict, la salle était pleine à craquer. Le juge prononça d'une voix grave. Chano Montero, reconnu coupable d'agression et de harcèlement, est condamné à 5 ans de prison ferme. Un murmure parcourut la salle. Niola s'effondra. Son fils, menotté, tourna un instant les yeux vers elle. Il n'y avait ni haine ni regret dans son regard, seulement une incompréhension froide. Pour lui, tout cela n'était qu'une erreur du système, une trahison du monde. Il ne voyait toujours pas la gravité de ses actes. Les semaines qui suivirent furent un enfer pour Niola. Les journaux continuaient d'alimenter le scandale. Ses entreprises perdirent des contrats, ses amis de longue date cessèrent de l'appeler. La villa Montero, autrefois pleine de lumière, devint un mausolée silencieux. Les miroirs couverts de draps, les couloirs vides, et le bruissement du vent venu de l'océan étaient désormais ses seuls compagnons. Un soir, incapable de dormir, Niola monta dans la chambre de Chano. Tout y était resté intact, les trophées d'enfance, les photos de voyage, les vêtements de luxe soigneusement rangés. Elle s'assit sur son lit et éclata en sanglots. Pour la première fois, elle comprit que son amour n'avait jamais été une bénédiction, mais une prison. En voulant le protéger du monde, elle l'avait privé d'humanité. Elle se rappela les avertissements de ses proches, les conseils du directeur d'école, les pleurs des nourrices, les murmures des voisins. Tous avaient vu venir la tempête, sauf elle. Aveuglée par la fierté, elle n'avait jamais cru qu'un jour, son fils finirait derrière les barreaux. Pendant ce temps, en prison, Chano découvrait un autre monde. Celui où la richesse ne signifiait rien, où la force se mesurait à la survie et non à la possession. Il tenta d'imposer son arrogance, mais fut vite ramené à la réalité. Les autres détenus ne connaissaient ni son nom, ni sa mère, ni sa fortune. Là-bas, il n'était plus Chano Montero, mais simplement un numéro de cellule. Cette solitude forcée allait devenir, lentement, le premier pas vers une prise de conscience. Mais pour Niola, la leçon venait trop tard. Elle avait perdu son fils, son honneur, et la paix de son âme. Les années passèrent lentement derrière les murs gris de la prison centrale de Praia. Pour Chano, chaque jour ressemblait à une épreuve. Le jeune homme habitué au luxe découvrit la rudesse de la vie sans privilège. Les cris, la chaleur étouffante, les repas maigres, l'humiliation quotidienne. Tout cela forgeait peu à peu une réalité qu'il n'avait jamais connue. Au début, il réagissait par colère, refusant d'accepter sa condition. Mais le temps, implacable, finit par briser la coque d'arrogance qui l'enveloppait. Un soir, dans la cour de la prison, il croisa un vieil homme, un pêcheur condamné pour un vol qu'il n'avait pas commis. L'homme s'appelait Miro, et il devint pour Chano une sorte de guide silencieux. « Tu portes la colère du monde dans ton regard », lui dit un jour Miro. Chano, surpris, répondit sèchement, « Je ne dois rien à personne. Le monde m'a trahi. » Le vieil homme sourit doucement, « Non, fils. C'est toi qui t'es trahi toi-même. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Chano.
Peu à peu, il commença à réfléchir à sa vie, à tout ce qu'il avait détruit. Les visages de ses victimes revenaient dans ses rêves. Sonia, Ifa, les domestiques, même les professeurs qu'il avait humiliés. Il découvrit, pour la première fois, la douleur de la honte. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais connu, mais qui le rongeait de l'intérieur. Pendant ce temps, Niola, affaiblie par les scandales et la solitude, vivait recluse dans sa villa. Son entreprise avait perdu presque toute sa valeur, et les rares amis qui lui restaient ne venaient plus la voir. Ses cheveux grisonnaient, ses yeux perdaient leur éclat. Chaque dimanche, elle se rendait discrètement à l'église de Sao Filipe, à Praia, priant pour la rédemption de son fils et pour le pardon de ses fautes. Un jour, après 4 ans d'emprisonnement, Chano reçut une lettre écrite de la main de sa mère. « Mon fils, je t'ai aimé comme une reine aime son héritier, mais j'ai oublié de t'aimer comme une mère aime son enfant. Le monde m'a appris que l'amour sans vérité détruit plus qu'il ne protège. Si tu sors un jour de là, ne cherche pas à redevenir le Chano d'avant. Cherche à devenir un homme. » Maman, ces mots bouleversèrent le jeune homme. Ce fut le déclencheur de sa transformation. Dès lors, Chano changea d'attitude. Il se mit à lire, à travailler dans l'atelier de menuiserie de la prison, à aider les nouveaux détenus. Il resta silencieux, concentré, et apprit peu à peu la valeur de la patience et de l'humilité. Les gardiens eux-mêmes finirent par remarquer son évolution. Lorsqu'il fut enfin libéré, 5 ans plus tard, Praia semblait à la fois familière et étrangère. Il marcha longtemps sur la route qui longe la mer, respirant l'air salé et observant le soleil se coucher derrière les collines. Ses vêtements simples contrastaient avec l'image du jeune homme riche qu'il avait été. Il alla frapper à la porte de la villa Montero, hésitant. Niola ouvrit. En le voyant, elle resta muette. Son fils, autrefois orgueilleux, se tenait devant elle, tête baissée, les yeux humbles. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Puis Chano, d'une voix tremblante, dit « Maman, je suis désolé. » Niola le prit dans ses bras. « Non, mon fils, c'est moi qui te demande pardon. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, les murs de la villa retrouvèrent un peu de paix. Chano commença une nouvelle vie, simple et honnête. Il travailla avec Miro, le vieux pêcheur qu'il avait rencontré en prison, et aida des jeunes en difficulté à ne pas suivre le même chemin que lui. Quant à Niola, elle consacra le reste de ses jours à une fondation pour les femmes et les enfants victimes de violences. Elle finançait des bourses d'études, soutenait les familles pauvres, et racontait souvent son histoire lors de conférences. J'ai cru qu'aimer, c'était protéger de tout. Mais aimer, c'est aussi dire non, corriger, guider. L'amour sans justice devient poison. Ainsi, de la douleur naquit une lumière. Chano, marqué à jamais, apprit la valeur du pardon et de la responsabilité. Et Niola, à genoux face à sa foi et à la mer, trouva enfin la paix qu'aucune richesse n'avait su lui offrir. Le Cap-Vert, témoin de leur chute et de leur renaissance, murmura sous le vent. Même les âmes perdues peuvent retrouver le chemin du rivage.